Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais vous partager une méthode presque infaillible pour vous éviter de vous mettre dans le bourbier, pour vous éviter de vous mettre dans la merde. Vous allez voir qu'il y a une erreur que nous sommes beaucoup à commettre et qu'il faut absolument éviter. Et dans cet épisode, je vais vous partager une technique qui n'est pas, enfin en tout cas une méthode qui n'est pas du tout technique pour éviter de se mettre dans la sauce, et ce à travers 3 anecdotes immobilières qui ont représenté des véritables tournants dans mon cheminement d'entrepreneur, c'est-à-dire non seulement de marchand de biens, mais aussi d'investisseur locatif et de manière générale dans toutes les entreprises que j'ai créées et que je gère. Bienvenue à tous dans le podcast MDB Academy, le podcast 100% dédié à l'activité de marchand de biens. Ici Yoni, je suis marchand de biens, investisseur et entrepreneur. J'ai fondé la MDB Academy, organisme de formation numéro 1 en France pour la formation des marchands de biens. Dans ce podcast, je vais vous partager des conseils pratiques, des conseils actionnables et surtout zéro bullshit. Donc ici, il y aura du contenu vraiment exclusif et pour beaucoup des contenus que vous ne retrouverez pas sur Insta, sur YouTube ou ailleurs. Je vous partagerai des anecdotes immobilières réelles qui vous permettront de progresser, d'optimiser vos opérations et d'augmenter vos marges. Et bien sûr, ce podcast, il est là pour vous. Donc s'il y a des sujets dont vous aimeriez que je traite en priorité, eh bien, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 cas de figure qui m'ont vraiment mis dans la merde. Vraiment. Quand je dis qu'ils m'ont mis dans la merde, professionnellement, financièrement, personnellement, c'était vraiment des gros soucis. Et je vais vous expliquer une méthode qui n'est pas technique, que vous devrez absolument suivre, que ce soit dans vos opérations immobilières, dans le locatif, dans le marchand de biens, mais aussi dans toutes les entreprises que vous allez mener. Les entreprises d'ailleurs, que ce soit des entreprises pro, vos sociétés, ou alors des entreprises personnelles. Et vous allez voir de quoi je parle. Alors si je vous parle aujourd'hui de ça, si je vous fais cet épisode, si je consacre ce temps à vous parler du sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pour mieux positionner l'importance de ce contenu par rapport aux préoccupations les plus répandues des marchands de biens que je côtoie. De quoi me parlent les gens sans arrêt quand je les rencontre? Ils me parlent de fiscalité. Alors là, c'est surtout pour les débutants. Bien sûr, il y a énormément de débutants qui sont obsédés par la fiscalité, la TVA sur marge, et la rénovation, et la TVA intégrale. Oh là là, mon Dieu. Ça, souvent les débutants. Ensuite, les gens me parlent beaucoup de travaux, de sujets de complexité technique, les risques, les coûts, les problématiques qu'on rencontre sur les bâtiments, etc. Et ensuite, il y a la question du financement. La question du financement, elle obsède énormément de gens. Et je constate notamment qu'elle obsède énormément de gens qui ne se lancent pas. Parce que, à contrario, les gens qui se lancent, je vais vous dire, qui se lancent ou qui se sont lancés, ils ne se posent pas la question du financement. Ils ont compris que, en fait, en immobilier, ce qui se passe, c'est que tu lances ton opération et ensuite, une fois que tu as généré une véritable opération et généré une véritable opportunité d'investissement, alors tu vas chercher l'argent et l'argent, tu le trouves sans trop de difficultés. Alors, au sujet du financement, vous n'avez pas à vous casser la tête. Si vous avez des opérations qui sont rentables, moi j'ai développé des solutions qui tournent autour de ces sujets. Donc il y a non seulement une solution de courtage en financement professionnel qui s'appelle Nemera, vous pourrez aller voir sur nemera-finance.fr. Ça, là, on fait vraiment de l'intermédiation auprès des banques. Et ensuite, on a aussi une société de prise de participation qui s'appelle Antares, où là, on va vous financer potentiellement toute l'opération. Il y a bien sûr priorité qui est donnée aux membres de nos programmes d'accompagnement, mais toute personne peut candidater. Donc si vous avez un dossier intéressant, n'hésitez pas à nous le soumettre. Je vous mettrai le lien d'ailleurs pour soumettre vos dossiers. Je précise que ne nous soumettez un dossier que si c'est un vrai dossier. Si vous avez juste visité un bien ou vu une annonce sur le Bon Coin ou fait une offre, c'est pas la peine de nous écrire parce que c'est trop tôt. Et en fait, alors pourquoi je vous fais cette parenthèse? Parce que en fait, j'ai découvert à travers ces sociétés que j'ai créé à l'automne 2024, qu'en fait, il n'y a pas vraiment de problème de financement. C'est-à-dire que ça, j'en avais un peu une intuition, et je le répétais souvent, mais en fait, ça m'a confirmé qu'il n'y a pas vraiment de problème de financement. Et je m'explique. En fait, les vrais problèmes qu'on constate, ce sont des problèmes de rentabilité ou des problèmes de maturité des dossiers. C'est-à-dire que nous, sachez qu'on retoque sur les trucs qu'on nous envoie 90% des demandes qu'on nous fait. Mais on ne retoque pas 90% des dossiers qui sont aboutis. En fait, la plupart des gens nous contactent
avec des dossiers qui sont à moitié cuits. Ils viennent de visiter un bien, ils ont fait une offre, il n'y a rien de concret, ils n'ont pas avancé sur leur truc, il n'y a pas de data, et quand il y en a, elle sort du chapeau, on ne sait pas d'où, il n'y a pas de devis, il n'y a rien. Donc en fait, les dossiers qu'on nous amène souvent ne sont pas prêts. Ou alors ils ne sont pas assez rentables. Mais quand ils sont prêts et qu'ils sont rentables, je vous assure, on n'a aucun problème à les financer. On trouve des solutions à 100% des dossiers qui répondent à ces critères-là. Si vous avez un dossier structuré et une rentabilité correcte, on trouve toujours l'argent. Bref, je m'arrête là. Je voulais parler des points fiscalité, travaux, financement pour vous dire que c'est en général les trucs qui obsèdent un petit peu les personnes qui se lancent. Mais vraiment, ça ne doit pas vous prendre la tête. Là où vous devez vous concentrer, c'est sur la recherche de biens, la recherche d'opportunités, puisque lorsque vous trouverez une opportunité, je vous le garantis, vous n'aurez aucun mal à trouver les fonds pour la concrétiser. Et maintenant, je vais vous tenir la promesse qui est de vous parler de 3 anecdotes qui ont véritablement façonné ma façon de travailler et de voir les choses. Alors, premièrement, je vais vous parler de l'épisode d'un courtier. Un courtier dont on a fait la connaissance aux alentours de 2015. Courtier en prêt professionnel, qu'on appellera Cyril, parce que c'était son prénom, et je tairai son nom de famille pour les raisons que vous allez comprendre. En fait, donc ce Cyril, c'était un courtier à l'époque en prêt pro, ne me demandez pas comment on l'a trouvé, je ne m'en rappellerai pas. Mais en fait, nous, avec mon frère, on l'avait sollicité à une époque où on n'avait pas encore fait d'opération de marchand de biens. On avait fait des opérations en nom propre, et là on venait de créer une société de marchand. Et on avait besoin de fonds, et on devait lever à peu près 500 000 € pour réaliser une première opération de marchand. Donc c'était quand même un prêt relativement conséquent pour une première opération avec notre société à l'époque qu'on avait créée, donc en 2015. Et donc on a fait appel à ce courtier qui nous dit, moi je prends la moitié je prends un acompte de 50%, et puis j'ai pas d'obligation de résultat. On se dit, à l'époque on a eu la foi, le mec avait l'air confiant et tout, on se dit, allez, on est chaud, on y va. Et il nous a trouvé une solution. Il a réussi à nous trouver une porte de sortie pour le financement qu'on recherchait. Et donc, franchement, c'était super. On était vraiment contents. Moi, je vous dis, au début, je ne l'ai pas trop senti, ce mec qui m'avait l'air bizarre. Il buvait du coca avec du sirop de fraise. Imaginez un petit peu le niveau de diabète du bonhomme. Donc il mettait du sirop de fraise avec du coca. Je ne sais pas pourquoi je me rappelle de ça, mais en tout cas ça m'avait marqué. Toujours est-il qu'il nous a trouvé une solution incroyable. Nous vraiment, on n'était pas très confiants. Enfin, c'était une opération hyper complexe, d'un immeuble à retaper et à diviser. Il y avait une grange sur laquelle on faisait un permis de construire par un changement de destination. Enfin, c'était une opération complexe. Et puis une opération en plus avec un budget relativement conséquent. Et il nous a trouvé le financement. Génial. Et quelques années après, sur une autre opération qu'on a réalisée, on l'a sollicité encore une fois. On s'est dit, en fait, le gars était vachement bon. Il nous a trouvé une solution de financement alors qu'on n'avait pas d'historique. Maintenant, on a un historique. Ça va être d'autant plus facile. Et on lui a fait confiance. Et donc, on lui a donné le dossier. Et là, cette fois-ci, sans trop se méfier, et surtout sans trop le surveiller. Et en fait, ce qui s'est passé, ça j'en ai parlé dans un précédent épisode, dans lequel j'ai détaillé l'opération en long, en large et en travers. C'est une opération dans laquelle vraiment tout ce qui pouvait foirer avait foiré. Ce qui s'est passé, c'est que le mec, globalement, a disparu dans la nature. Il nous a baladés pendant des mois et des mois. Il nous a mis dans une merde indescriptible qui nous a coûté des dizaines de milliers d'euros de procédures, des prises de tête à n'en plus finir. En vrai, ça a été le premier domino qui a lancé une chute de dominos d'emmerde qui sont arrivés en cascade et qui nous ont causé énormément de torts financiers, moral, personnel, etc. Ça, c'est la première anecdote. La deuxième anecdote, c'est un architecte que j'ai rencontré. Alors les architectes, vraiment, il y a à boire et à manger. Le fait est que les architectes sont pour la plupart... Alors vous allez voir, dans ce podcast de manière générale, dans cet épisode, dans la vie en général, je généralise tout. Je fais plein d'approximations, donc ne m'en voulez pas. Soyez indulgents, vous verrez que souvent, ces généralisations, elles ne sont pas tout à fait à côté de la plaque.
Les architectes sont souvent des artistes. En fait, ils ont une approche plus artiste, sauf que leur métier et ce dans quoi ils s'insèrent en fait en France dans l'immobilier, c'est souvent plutôt technique. Et donc, ils vont aller imaginer des choses et ils n'ont pas toujours en fait la réflexion technique et encore moins la réflexion économique sur les conséquences en fait des propositions qu'ils vont formuler. Et une fois, j'ai sollicité un architecte pour un projet. Et en fait, donc j'avais sollicité plusieurs archis sur le même projet. Je leur ai dit, bah voilà, c'est ça le bien. Faites-moi la proposition la plus intéressante, créative, enfin le truc le plus intéressant que vous ayez à proposer. Et moi, je choisirais en fonction du feeling avec la personne, en fonction de la proposition, de la cohérence, etc. Je choisirais en fonction de tout ça. Et donc là, l'archi en question fait une proposition très intéressante. Et donc, je le retiens. Je dis, bah, c'est lui qui a eu la meilleure idée, à mon sens. Et donc, on va bosser avec lui. Donc, on enclenche, en fait, là, vraiment le travail. Je commence à lui faire les premiers acomptes, tout ça. Et assez rapidement, il y a des accros. Ça devient compliqué. C'est-à-dire que je me rends compte qu'il ne comprend pas tout à fait ce que je lui demande. Qu'il essaye de m'appuyer un petit peu sur le devis. Donc, il y avait un devis travaux que moi, j'avais estimé autour de 250 000 euros. Et lui, il me dit, bah voilà, j'ai fait intervenir mon économiste de la construction. Elle a budgété, il m'a envoyé un tableau Excel, elle avait budgété 450 000 de travaux. Je dis, en fait, il y avait un peu de démol dans la maison, il y en avait pour 10-15 000 de démol. Et là, ils avaient chiffré 60 000 de démol. Je dis, mais en fait, c'est foutage de gueule, quoi. Donc, je lui ai fait baisser ça. Et puis, en fait, j'avais eu un super bon contact avec lui au début. Mais assez vite, j'ai eu des doutes par rapport à tous ces sujets un peu techniques. Et je me suis pas écouté. En fait, j'étais un petit peu engagé dans le truc. J'ai appelé un ami que je connais. Enfin, c'est pas un ami, c'est un pro que je connais qui bosse souvent avec cet archi. Je lui ai demandé son avis. Et lui m'a dit, bah écoute, moi je bosse avec lui souvent pour aller jusqu'au stade du permis de construire, mais je lui fais jamais exécuter les travaux, donc je peux pas te dire. Il me dit, même moi j'ai jamais eu trop de soucis sur les permis et tout, c'était bien. Et donc je me suis pas écouté. Et j'ai poursuivi avec cet architecte. Et en fait, ça a été la merde, mais sur tout le long du dossier de permis de construire, sachant que lui, je lui ai confié une mission complète. C'est-à-dire qu'il avait la mission de permis, de consultation des entreprises, mais aussi de maîtrise d'œuvre. Vraiment une mission à 12% du chantier, qui était un chantier assez conséquent. Le PC, ça a été la misère. C'était un de ses collaborateurs qui, je ne sais pas d'où il l'a sorti, mais vraiment du recyclage, ou je ne sais pas d'où il allait le repêcher, mais pour vous donner un exemple, une fois il m'a dit, bah voilà, on vous envoie les plaquettes du PC, le dossier de PC pour validation. J'ai relu le PC sur une des pages, sur une seule, la page de présentation du projet, il y avait 17 fautes d'orthographe. J'ai dit, mais comment vous laissez passer un truc pareil, quoi? Donc on peut se dire, ah oui, mais c'est pas la dictée de pivot, c'est un PC, mais en fait, mettez-vous dans la peau d'un instructeur qui reçoit un torchon pareil, il se dit, oulala, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Il va passer le truc au crible. Hein, il faut envoyer des dossiers propres. Idem pour vos dossiers de demande de financement. Donc, en fait, tout au long du bazar, je me suis dit, ah, il y a un problème, je ne me suis pas écouté. Et au final, une fois que le PC a été terminé, il a été obtenu, j'ai appelé le gars, je lui ai dit, écoutez, on va s'arrêter là. Ça m'a coûté super cher. Mais j'ai préféré m'arrêter là plutôt que de poursuivre avec lui. Il s'est avéré plus tard dans le chantier qu'en fait, les plans qu'il avait faits, ils étaient super mal faits, il n'y avait pas les bonnes cotes, et ça a engendré, en fait, là, pareil, ça a été le premier domino qui a engendré tout un tas de merde, qui vraiment, dont j'ai pas fini de me sortir aujourd'hui, où je vous fais cet épisode. Ça, c'était la deuxième anecdote. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ça, c'est assez fou. Ça montre que c'est pas juste moi qui n'ai pas eu de chance. Parce qu'il y a un an à peu près, un agent immobilier que je connais me dit, ah tiens, j'ai peut-être un dossier pour toi et tout machin. Viens voir. C'est un entrepôt à Lyon. Il y a encore des entrepôts à Lyon. C'est un genre de petit entrepôt à Lyon. Il y a un permis de construire qui a été obtenu dessus. En fait, c'est un gros marchand qui a fait une découpe. Et là, le gros marchand, il revend juste l'entrepôt tel quel avec le PC validé pour un changement de destination. Alors moi, je vais voir, et j'arrive un petit peu en avance, j'attends l'agent immobilier, et là, je regarde la façade, et je vois que le dossier de PC, le PC avait été affiché, et là, je vois le nom de l'architecte, c'était le même. Je me dis, ah putain, pas lui encore.
Je me suis dit, mauvais présage, mauvais présage. Mais bon, je vais visiter le truc et tout. Et au final, c'était assez intéressant. Je me suis quand même positionné sur le bien, mais quand j'ai ouvert le PC, j'ai regardé ce qui avait été prévu par l'architecte. C'était techniquement irréalisable. C'était infaisable. C'était du délire. En fait, il voulait prévoir suffisamment de surface vitrée pour que ça passe au niveau du PC. Donc, il avait mis des espèces de grandes baies vitrées de 4 mètres de haut, 5 mètres de haut, enfin un truc délirant. Sauf que c'était un entrepôt qui était en fond d'immeuble, enfin derrière, à l'arrière d'un immeuble. Donc, il n'y avait absolument pas moyen de les faire passer, ces foutues baies vitrées. Il aurait fallu les héliporter. Enfin, je vous raconte pas l'histoire. Donc, et au final, je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, ça va être un dossier de merde, c'est cet archi qui a été impliqué, je me suis pas écouté, et ce dossier-là aussi, il a foiré, et j'ai perdu 25 000 balles. Bref, ça c'était la deuxième anecdote. Et la troisième anecdote, c'est une entreprise de travaux. Alors là, le jour où je l'ai rencontré, ça c'est mon frère qui me l'avait présenté, il devait nous accompagner sur un dossier de marchand, et bah, je vois le gars, mais je suis pas. M'inspire pas confiance, quoi. Le gars m'inspire pas confiance, mais il fait le tour avec nous quand même, il a l'air de s'y connaître. Mais je sais pas, il y avait un truc dans la dégaine et tout qui me convenait pas. La manière de parler, tout ça, enfin, je sais pas, je le sentais pas. Et bon, ce dossier de marchand n'est pas sorti. Donc, on n'a pas bossé ensemble. Après, mon frère a bossé avec lui, il a fait bosser sur un de ses chantiers de locatif, ça s'est bien passé. Et après, on l'a fait bosser sur des OP de marchand, et ça s'est passé à peu près correctement. C'était pas parfait, mais voilà, c'était globalement correct. Je l'ai fait venir j'avais fait des devis, moi, pour un projet, et je le fais venir. Et puis, ben, voilà, ma foi, le projet l'intéresse, la proposition qu'il me fait, elle est cohérente, et surtout, lui, il gérait tout. Il m'a dit qu'il devait tout gérer. Ça m'arrangeait quand même pas mal, parce que je voulais pas m'amuser à coordonner les entreprises, etc. Et je voulais pas non plus aller craquer le budget en mettant 30 000 balles de maîtrise d'œuvre. Donc je m'étais dit, bah là c'est parfait, entreprise tout corps d'État, il va tout gérer, et ça va être nickel. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que moi je l'employais déjà sur un autre chantier, et là ils ont commencé à prendre l'eau. Ils ont commencé à prendre l'eau, et à avoir du retard, et à avoir des problématiques de personnel, et à se mettre dans la merde. Et en fait, non seulement, bon, ça arrive à toutes les entreprises d'avoir des problématiques de personnel, mais surtout, le plus grave, c'est qu'en fait, on s'est foutu de ma gueule. On m'a menti de manière systématique. Il y a eu des appels d'acompte sur lesquels moi, j'ai pas été vigilant parce que j'étais en confiance avec cette entreprise. J'ai pas été assez méfiant. Résultat des courses, j'ai avancé beaucoup trop d'argent. Le chantier a été mis dans une merde infinie. Des sous-traitants qui n'ont pas été payés, qui m'ont laissé le chantier en plan. Ça a été une galère qui a duré des mois et des mois et des mois. C'est parti en procédure avec l'entreprise qui a fait une genre d'abandon de chantier. Enfin, ça a été la merde, je vous raconte même pas. Et là, cette merde, j'ai réussi à sortir un protocole d'accord avec l'entreprise. J'en suis pas sorti. J'en ai encore pour 2 ans et demi à essayer d'aller récupérer mon oseille. Et c'est vraiment ça, un des sujets les plus douloureux que j'ai connus dans ces dernières années en matière professionnelle, parce que non seulement il y a eu un préjudice financier, mais aussi c'est un projet dans lequel j'étais énormément investi émotionnellement, puisque c'était la première résidence principale que je voulais vraiment faire pour moi. Moi, j'ai toujours privilégié le patrimoine, les finances, le développement économique, et là, je m'étais dit, ok, c'est un stade dans ta vie où tu peux te permettre d'aller chercher une RP un peu plaisir, on va dire, et en fait, ce projet-là est complètement parti en sucette, et se retrouver, en fait, moi, je me considère comme une personne plutôt honnête et droite, et quand vous vous retrouvez face à des personnes qui vous mentent et vous manipulent sans arrêt, c'est un véritable cauchemar à traverser. Ça a été l'enfer. Il y a des points communs, en fait, à ces 3 anecdotes, et des leçons que j'en ai tirées et que j'aurais dû appliquer il y a bien longtemps. Mais avant de vous les partager, je voudrais juste vous demander un petit service. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles, parce que ça nous aide énormément à nous faire référencer. Alors, quel est le point commun entre ces 3 dossiers? Peut-être que vous l'avez déjà compris. Mais en fait, quand j'ai rencontré ces interlocuteurs, je ne les ai pas sentis. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y avait une intuition qui me disait de ne pas y aller. Que ces personnes, elles avaient soit l'air pas sérieuses, soit pas l'air dignes de confiance.
Mais en tout cas, il y avait une petite voix qui me disait franchement, tu devrais pas t'engouffrer t'engager dans ce chemin. Et à chaque fois, pour une raison X ou Y, j'ai refusé d'écouter cette voix. Je l'ai fait taire et j'ai pas laissé cette intuition influencer ma décision. Et en fait, à chaque fois, il y avait des raisons un peu différentes. La première fois, avec le courtier, c'est parce qu'on avait été mis en confiance. La deuxième fois avec l'archi, c'est parce que j'étais déjà engagé quelque part un petit peu. Enfin, la théorie de l'engagement a joué et puis j'ai été rassuré par une autre personne. J'ai pas voulu faire marche arrière. Et puis après, avec l'entreprise, c'est parce que, pareil, en fait, j'ai refusé un peu de voir la vérité. Mais aussi, j'ai été un peu manipulé, mais ça, c'était déjà trop tard. Mais aussi parce que il m'avait fait une proposition qui était assez concurrentielle, compétitive en termes de prix. Elle était cohérente, c'était pas un prix déconnant. Mais en tout cas, voilà, lui, il m'a donné le prix sur le papier qui me convenait. Et comme d'habitude, le pas cher revient toujours trop cher. Et donc, ça m'a mis dans une merde indescriptible. Et en tout cas, à chaque fois, j'ai commis la même erreur. Et malgré cet avertissement de mon intuition, j'ai poursuivi, j'y suis allé et je me suis petit à petit mis de plus en plus dans la merde. Et les conséquences qui s'en sont suivies, elles ont été vraiment terribles. Parce qu'il y a eu des conséquences financières, je vous parle de dommages de vraiment qui se chiffrent, quand on les cumule à plusieurs dizaines de milliers d'euros, je pense qu'on dépasse même plus de 100 000 euros de dommages. Mais aussi des problèmes réputationnels, des problèmes de santé avec le sommeil qui se retrouve impacté, une grosse charge de stress, vraiment la misère. Et ce que je voudrais vous partager dans cet épisode, c'est qu'on croit souvent que c'est en accumulant des tonnes de savoir technique, de connaissances techniques, qu'on évite les problèmes. Et je le vois avec les personnes qu'on accompagne, les personnes qu'on forme. Les gens sont vraiment en attente, ils se disent « Oh là là, mais le problème c'est la fiscalité, le financement, les travaux. » Je reboucle avec ce que j'ai donné en introduction de cet épisode. Ils sont obsédés par ces sujets. Mais vraiment parfois, pour éviter les grosses merdes, les énormes merdes dans lesquelles on s'enfonce profondément, il suffit d'écouter son intuition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez voir, il y a quelque chose, putain, vous n'allez pas le sentir. Vous ne saurez pas exactement mettre les mots sur ce qui se passe et ce qui se joue en vous, mais quand vous le saurez, vous le saurez. Et là, vraiment, je vous le dis, conseil d'amis, écoutez votre intuition, barrez-vous. Vous n'avez pas idée des problèmes que vous allez éviter. En fait, vous ne le saurez jamais, puisque vous les aurez évités. Et faites-moi confiance, vous n'avez pas envie d'aller le découvrir vous-même. Et c'est la même chose pour les acquéreurs, pour les vendeurs, pour les prestataires de services avec lesquels vous allez bosser, les notaires, les banquiers, les comptables. Tous. Si vous ne le sentez pas, vous devez vous casser. Parce que tôt ou tard, ça va vous mettre dans la merde. Et chaque fois, là je vous ai pris 3 cas assez extrêmes, mais des cas comme ça, il y en a eu d'autres. Chaque fois que j'ai refusé d'écouter mon intuition, je l'ai payé très très cher. Et maintenant, j'essaye d'appliquer ce conseil, c'est-à-dire que d'appliquer ce conseil que je vous donne, je me le donne à moi-même et j'essaie bien sûr de l'appliquer. C'est-à-dire que l'intuition n'est pas mon critère numéro 1 de choix, mais en tout cas, c'est une condition un peu sine qua non. C'est-à-dire que si la personne, vraiment je la sens pas, j'y vais pas. Donc je vous mets en garde là-dessus. Je vous mets en garde sur les différents prestataires que vous allez pouvoir rencontrer, sur les différents interlocuteurs. Il y a des interlocuteurs qui sont clés, que ce soit les artisans, les notaires ou autres, le géomètre. C'est des personnes qui vraiment vont faire la pluie et le beau temps sur vos opérations. Et vous devez donc impérativement sélectionner des personnes qui à première vue vous paraissent correctes. Vous allez les éprouver au fur et à mesure des opérations, mais si en tout cas la personne ne vous paraît pas correcte, barrez-vous. Alors ça ne vous dispense pas d'apprendre les connaissances techniques, que ce soit bien clair. On n'est pas là dans une formation ésotérique, d'écouter les planètes et ce genre de choses. La connaissance technique, elle est impérative. Et ce que je vous ai dit, là, l'histoire de l'intuition ne peut pas se substituer aux connaissances techniques. Donc vous devez avoir absolument le socle de connaissances techniques dans les travaux, dans la fiscalité, dans le financement. Vous devez savoir ces choses-là, bien sûr, mais ça n'est pas toujours suffisant.
Et parfois, il faudra quand même que vous appreniez à vous fier à vous-même et je vous garantis que cela vous évitera de très nombreux écueils. Les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai essayé de sortir de la partie très technique. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ça, et si vous avez vécu des expériences un peu similaires, et à marquer aussi en commentaire les sujets dont vous aimeriez que je parle pour les prochains épisodes, et je vous dis à très bientôt.